Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle semaine qui démarre lundi 23 mars. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Bonjour Félix Mathieu. Bonjour. Et évidemment, vous vous doutez du programme du jour. Nous allons revenir sur les résultats de ces élections municipales avec la très grosse claque pour Rachida Dati à Paris, Monsieur Bounak qui remporte finalement la mairie de Toulouse avec quelques surprises. Appelez-nous 0826 300 300 pour nous dire ce que vous retenez de ces élections municipales. Les journalistes, vous l'avez peut-être entendu, ont déjà enjambé ces municipales pour parler de 2027. On en parlera avec vous et puis évidemment on va revenir sur cette information. La mort de Lionel Jospin, figure emblématique de la politique française, de la gauche française, du Parti socialiste. Que représentait-il pour vous? 0826 300 300. On vous attend au standard pour réagir à ce sujet. Gilles, avec vous, on va parler de Lionel Jospin. Oui, Oui, je ferai un petit papier, on écoutera 3 sons et on finira par une petite chanson, si vous vous souvenez, chez Patrick Sébastien. Oui, absolument, les feuilles mortes. Exactement. Je me souviens très bien. Félix Mathieu, c'est quoi le problème avec vous? On va parler bien des conséquences de la guerre au Moyen-Orient avec une crise énergétique majeure à venir. C'est ce qu'on nous annonce. En tout cas, c'est ce que le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique a annoncé. Oui. Le monde pourrait connaître sa pire crise de l'énergie depuis des décennies, ce qui signifie des hausses de tarifs de l'électricité et du gaz. Forcément, oui. Guerre énergétique totale, scénario du pire. Les expressions des experts de l'énergie disent l'inquiétude. Alors, il y a d'abord eu cette attaque américano-israélienne contre des installations iraniennes qui desservent un immense champ gazier partagé avec le Qatar. C'était ça la semaine dernière. Puis, à son tour, évidemment, l'Iran qui réplique avec des bombardements des infrastructures énergétiques chez ses voisins du Golfe. Le premier site mondial de production de gaz naturel liquéfié du GNL, site situé au Qatar, a donc été pris pour cible. L'incendie a causé des dommages considérables, dit la compagnie publique qatari qui exploite ce site. Ce site qui produisait à lui tout seul quand même 1/5, imaginez, du GNL expédié par bateau dans le monde entier. Donc ça s'ajoute évidemment au blocage du détroit d'Ormuz par l'Iran. Puis la semaine dernière aussi à ces attaques de drones sur des raffineries du côté du Koweït. Ça commence à faire beaucoup tout ça. Oui, effectivement, ça va. En tout cas, c'est ce qu'on nous annonce, avoir des conséquences directes en France. À court terme ou à moyen terme, ça oui. C'est une évidence. Ça s'est déjà vu rapidement, immédiatement la semaine dernière, dès jeudi, sur les prix du gaz qui se sont envolés. Les conséquences sur les marchés ont été immédiates. Nous ne sommes pas encore dans le scénario du pire, mais on s'en rapproche, avertissait il y a quelques jours une note d'analyse rédigée par Engie, le secteur du gaz du GNL qui soutient, on le rappelle, la production d'électricité, l'industrie, le chauffage. Donc les conséquences peuvent se répercuter rapidement en cascade. Pour autant, la présidente de la commission de régulation de l'énergie se veut rassurante. Elle parle de factures qui certes vont augmenter concernant le gaz à partir du mois de mai, mais ça ne sera pas gigantesque, nous dit Emmanuelle Vargon. Elle nous fait valoir que notamment le mois de mai c'est le printemps et que c'est là où on sera plus dans la saison du chauffage. Or, pour les foyers qui se chauffent avec du gaz, le chauffage représente 2 bons tiers de leur facture. Donc ça tombera de ce point de vue-là, pas au pire moment de l'année, mais ça va forcément se répercuter. Avoir un impact en tout cas sur les prix et les prix de l'électricité d'une façon assez évidente. Maxime de Tony, bonjour. Vous êtes l'un des dirigeants de Hellowatt, qui est une entreprise spécialisée dans la transition énergétique. Est-ce que vous êtes inquiet ? Alors il y a des motifs réels d'inquiétude, je pense, pour fixer les ordres de grandeur dont on parle. Les fournisseurs d'énergie, avant le début de la guerre, ils achetaient le mégawattheure de gaz à peu près à 30 €. Depuis le début de la guerre, ils l'achètent autour de 50 € et jeudi, avec les attaques dont vous parliez, ce prix est monté à 70 € et il a légèrement baissé depuis. Ça veut dire que le prix auquel les fournisseurs d'énergie achètent le gaz a doublé depuis le début de la guerre et donc que naturellement, ce prix va se répercuter sur les consommateurs. Oui. Alors pour l'instant, c'est sans commune mesure avec les hausses des prix du gaz qu'on a connues en 2022 lors du début de la guerre en Ukraine, où les prix avaient atteint 90 € et il y avait même eu des pics à 300 €. Donc les prix sont encore inférieurs,
mais naturellement et inéluctablement, les prix du gaz pour le consommateur va augmenter. Il va augmenter, mais on ne sait pas dans quelle proportion. C'est ce que vous êtes en train de dire ? Alors tout dépend de la durée de la guerre et de la durée de cette hausse des prix. On estime chez Lowatt, on a fait les calculs, que si les prix de marché se stabilisent du coup au niveau auquel je viens de parler, c'est-à-dire qu'ils ont doublé par rapport au début de la guerre, ça devrait représenter une hausse d'à peu près 25% pour les consommateurs à terme. Soit pour un ménage moyen, une maison, mettons de 4 personnes, 260 € par an de hausse, donc 20 € par mois, ce qui reste une hausse significative. Oui, significative. Alors appelez-nous 0826 300 300 si vous êtes inquiet, si vous avez des interrogations sur ces hausses de prix, Gilles Gansman. On sait que pour l'électricité, on a nos centrales nucléaires qui nous ont un peu préservés de ce qui se passait en Ukraine et actuellement dans le Moyen-Orient. Est-ce que la France est producteur de gaz ou est-ce qu'on est dépendant ? Je sais qu'il y a un pipeline entre l'Espagne et la France. Est-ce qu'il y a un oléoduc en revanche plutôt qu'un pipeline ? Est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'on n'a pas de production de gaz en France ? Alors en effet, la France ne produit pas de gaz. Donc contrairement à l'électricité où elle est productrice, elle importe son gaz. Alors avant la guerre en Ukraine, elle l'importait majoritairement de Russie, pour plus de 40% du gaz importé. Aujourd'hui, le gaz, il vient majoritairement des États-Unis, de Norvège, d'Algérie et du Moyen-Orient, avec du gaz naturel liquéfié du Qatar, qui représentait à peu près 20% des importations de gaz en France et en Europe, en ordre de grandeur. Ah, c'est pour ça donc qu'on est impacté en fait. Oui, on est impacté parce que évidemment ce gaz ne passe plus par le détroit d'Ormuz, et puis c'est pas majoritairement en Europe finalement que ce gaz allait, parce qu'il allait beaucoup en Asie, mais c'est une compétition mondiale et ça fait augmenter les prix. On a déjà vu depuis le début de la guerre des bateaux méthaniers qui se dirigeaient vers l'Europe faire demi-tour parce qu'ils vont au plus offrant, et la compétition elle est mondiale et c'est ça qui fait augmenter les prix. Ouais, le gaz, il faut le rappeler, sert à produire de l'électricité. Oui, pour à peu près 6% en France. Pas plus que ça ? Pas plus que ça. Et c'est une différence assez forte par rapport à 2022 d'ailleurs, parce qu'en 2022, les prix du gaz avaient entraîné dans leur sillage les prix de l'électricité, parce que les prix de l'électricité sont fixés d'une telle manière où c'est le moyen de production appelé le plus cher qui fixe le prix. Aujourd'hui, c'est de plus en plus rarement le gaz, entre guillemets, qui fait le prix de l'électricité, notamment parce que, vous en avez parlé, on a des centrales nucléaires qui fonctionnent bien en France en 2026, ce qui n'était pas tout à fait le cas en 2022. On se souvient qu'il y avait des gros sujets de maintenance et qui ont beaucoup contribué à la hausse des prix de l'électricité en 2022. Donc pour l'instant, la hausse des prix de marché de l'électricité, elle est très modérée, elle a augmenté de 7%, j'ai regardé, sur le début de l'année prochaine. Donc les marchés semblent assez confiants sur le fait que pour l'instant l'électricité n'est pas entraînée dans le sillage des prix du gaz. Alors pourquoi est-ce que l'ADEME, le chef donc de l'Agence internationale plus précisément de l'énergie atomique, dit le monde pourrait connaître sa pire crise de l'énergie ? Il y a quand même des inquiétudes très fortes. Oui, en effet. Alors je pense que l'agence fait aussi référence au prix du pétrole, qui dépasse un tout petit peu le domaine d'expertise des Lowatt, mais qui là pour le coup est très significatif et avec une production majoritairement dans les pays du Moyen-Orient. Oui, sur le fonctionnement des voitures et de tout ça. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus de gaz en France ? Qu'est-ce qui s'arrête ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour que ça soit plus concret ? Alors, pour l'instant, on a encore des réserves de gaz et on continue à les remplir. Mais imaginons le pire. En quoi le gaz en France est important pour notre énergie ? Alors le gaz, il permet déjà à 10 millions de ménages de se chauffer. Il y a à peu près un tiers des foyers en France qui sont raccordés au gaz. C'est un petit peu moins que nos voisins européens. Par exemple, en Italie, c'est plus. Donc ça, c'est le premier impact. Il permet à beaucoup de se chauffer. On produit une partie de l'électricité, même si elle est marginale, au gaz. Et puis, il y a surtout beaucoup d'industriels qui ont besoin de gaz pour faire tourner leurs usines. Cependant, le scénario où il n'y a plus de gaz, il est quand même assez peu probable aujourd'hui. Assez peu probable, oui. On a parlé de ce que représentait le gaz naturel liquéfié et les champs visés au Qatar. On arrive aujourd'hui à continuer à s'approvisionner en gaz, juste à un prix plus cher. Un auditeur me dit, sortez-nous de cette ignominie d'indexer le prix de l'électricité sur le gaz pour faire plaisir à l'Allemagne. Est-ce que c'est le cas ? Alors je ne saurais pas répondre si c'est pour faire plaisir à l'Allemagne. C'est de moins en moins le cas, en tout cas c'est ce qu'on peut répondre. Parce qu'en 2022, on avait beaucoup plus besoin du gaz
pour faire de l'électricité. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas et on a des prix qui sont de plus en plus décorrélés. Et pour l'instant, même à terme et même sur les prix de marché de l'année prochaine, les prix de l'électricité n'ont pas été entraînés dans le sillage des prix du gaz. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on disait beaucoup récemment que la France, que les Français payaient leur électricité plus cher qu'ils ne pourraient le faire avec toutes les centrales nucléaires qu'ils ont construites, contrairement à des pays voisins. C'était vrai, mais ça l'est de moins en moins. En gros, c'est ce que vous nous dites. Alors, ça reste un fonctionnement de marché où le prix de l'électricité est fixé par le prix de moyen de production le plus cher. Donc, y compris si le nucléaire ou l'hydraulique sont à bas coût, c'est le prix du moyen de production le plus cher et du dernier moyen de production appelé qui fait le prix de l'électricité. Alors, on a un auditeur en ligne, Jean-Jacques. Bonjour Jean-Jacques, est-ce que vous êtes inquiet d'un risque d'augmentation des prix de l'énergie ? Oui, bonjour, merci Monsieur de Radio de nous donner la parole. Donc du coup, bien sûr, parce que automatiquement, moi je suis agriculteur, hein, oui. Donc déjà gasoil non routier. Moi quand je fais le plein de mon tracteur, c'est 400 litres et je travaille pendant à peu près 15 heures de travail, quoi. Donc au bout d'un moment, chaque jour ça pique, hein. Je vous le dis, ça pique. Mais à côté de ça, le problème du gaz, le gaz c'est la composante des engrais azotés. Et sans engrais azotés, vous n'avez pas la croissance des plantes et les rendements tombent de moitié. Et pour pallier le manque des engrais azotés, il vous faut des engrais de l'organique, soit du fumier, des composts et tout ça. Sauf qu'aujourd'hui, une masse d'agriculteurs n'ont plus d'élevage et donc à partir de là, ils sont directement en contact frontal avec d'un côté l'énergie pour les tracteurs, de l'autre côté l'énergie pour faire pousser les plantes. Donc au final, il va y avoir, si cela continue, une baisse de la production généralisée, parce qu'il n'y a pas que les agriculteurs français ou européens, hein, c'est mondial. Je tenais à rappeler que le Brésil dépend à 80% de ses besoins en engrais azotés qui viennent du Qatar. Vous prenez l'Inde, c'est 100% de ses besoins azotés qui viennent du Golfe Persique aussi. Donc, à partir de là, c'est des pays à forte population et donc ils mangent tous les jours. L'Inde était exportateur et de coup, il risque d'être importateur. Sauf que quand vous êtes 1 milliard, ça pèse sur l'ensemble du globe et on est tous concernés, quoi. Alors, pour se rendre compte concrètement, l'engrais azoté, il a augmenté pour vous? Il est passé de combien à combien? Parce que moi, je connaissais pas l'engrais azoté. Alors, les engrais azotés, vous savez, c'est ce qu'on appelle, que nos opposants de l'environnement appellent vulgairement les nitrates. Mais vous savez, quand vous faites pipi, c'est de l'ammoniac, donc c'est des nitrates. Et quand vous avez du fumier, c'est naturellement des nitrates aussi, hein. Donc, du coup, si vous voulez, pour créer des engrais azotés, ils utilisent, si vous voulez, du gaz, beaucoup d'énergie, parce que faut savoir une chose, c'est que dans l'air que vous respirez, vous avez 80% d'azote. Oui. Vous n'avez pas que de l'oxygène, hein. Si vous n'aviez que de l'oxygène, le cerveau il collerait au plafond, hein. Oui. Donc à partir de là, on a un besoin vital. C'est pour ça que la population mondiale a augmenté à l'espace de 150 ans, parce qu'à partir de la possibilité de pouvoir donner à manger davantage aux plantes pour créer la photosynthèse, qu'elles deviennent vertes, la chimie des engrais azotés a permis de produire davantage et d'accroître la population mondiale. Est-ce que le prix a augmenté alors pour vous ? Alors le prix a augmenté, il a explosé. C'est-à-dire qu'il est passé de 450 € tonne à 700 € tonne. Oh là. Ah oui, effectivement. Mais vous êtes inquiet sur l'augmentation du gaz, de l'électricité ? Le problème, c'est que nous, derrière, beaucoup de produits sont liés au marché mondial, que pour le moment, le marché mondial, il est calculé par rapport à des stocks existants, mais pas encore, ils n'ont pas tenu compte des stocks à venir de production. Donc, comme les stocks sont importants, les prix sont faibles.
alors qu'on a énormément de charges. Et le gros problème, c'est que il faudrait que, mettons, dans un an ou autre, que vraiment, à la fin de l'année, on ait des baisses importantes de rendement pour qu'il y ait une explosion des prix de nos produits agricoles. Ouais. Parce que tout est mondialisé à l'heure actuelle. Bien sûr. Merci Jean-Jacques de votre appel. Merci à vous. On continue avec vous. 0826 300 300. Êtes-vous inquiet d'une hausse des prix de l'énergie, en particulier du gaz et de l'électricité? À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On est ensemble avec vous sur Sud Radio pour évoquer cette crise de l'énergie. Beaucoup d'inquiétudes après la guerre, après le pétrole, le gaz, la guerre au Moyen-Orient risque de tourner à la crise énergétique et certains craignent déjà un choc gazier. On est avec Maxime Deteny, vous êtes directeur d'Elowatt, c'est une entreprise spécialisée dans la transition énergétique. Alors justement, est-ce que ce type de crise ne risque pas de ralentir tout ce qui a pu être fait en matière de transition énergétique? Alors ce type de crise, pour moi, il soulève surtout la question de la dépendance... Vers les énergies renouvelables, en fait, c'est ce que je voulais dire plus précisément. Alors je pense qu'il soulève justement la question de la dépendance aux énergies fossiles et au gaz, dont on a rappelé tout à l'heure qu'on n'était pas producteur. Les ménages chauffés au gaz, leur facture, elle a déjà doublé ces 6 dernières années avec l'impact de la guerre en Ukraine. Et là, c'est la deuxième crise sur les cours du gaz en quelques années qui conduit à cette forte hausse des prix du gaz. Les prix de l'électricité, même s'ils avaient évolué en 2022, pour l'instant, ils sont stables. Et donc, ça encourage plutôt les ménages, alors à court terme déjà, à se protéger, surtout en choisissant un contrat de gaz à prix fixe, et on pourrait y revenir, mais à moyen terme, à envisager de sortir du gaz et de se chauffer plutôt à l'électricité, qui est une énergie plus stable et dont on est nos propres producteurs. Oui, sauf qu'on... Ah oui, vous disiez que c'est 6% à peu près la transformation au gaz électricité. En effet, oui, et c'est majoritairement l'hiver quand on a besoin de rallumer une centrale à gaz. Oui, Gilles Ganzouane. On sait très bien que il y a eu l'ouverture à la concurrence par rapport à EDF et GDF, Gaz de France, enfin Engie maintenant. Oui. Est-ce que justement le danger il n'est pas là? Est-ce que les différentes Octopus ou autres vont pas augmenter ce que payent les gens qui ont quitté EDF alors qu'on a une sécurité, non, avec Engie? Alors, en effet, une ouverture à la concurrence et sur l'électricité, il y a le tarif réglementé maintenant suit les évolutions des prix de marché. Sur le gaz, il n'y a plus de tarif réglementé depuis 2023. Donc, la Commission de régulation de l'énergie publie un indice de référence qu'elle appelle le prix repère qui, lui, est indexé sur les cours des marchés. Donc, finalement, sur l'électricité comme sur le gaz, le tarif réglementé pour l'électricité et le prix repère. Vous êtes en train de me perdre. Pour monsieur et madame tout le monde, est-ce que je suis sécurisé chez Engie par rapport à la concurrence ou pas du tout sur le gaz? Tout dépend des termes de votre contrat. Mais par exemple, vous citez Engie qui commercialise des offres à prix fixe. Donc quand un fournisseur vend une offre à prix fixe, il s'engage à maintenir le prix pendant toute la durée du contrat. Donc ça, c'est une sécurité forte pour le consommateur, en effet. Et les autres vont être tentés d'augmenter parce qu'il n'y a pas du tout de plafond comme on peut l'avoir chez Engie, non? Engie, comme les autres, vendent des offres dites à prix de marché. Ah, d'accord. Et personne ne vend de tarifs réglementés sur le gaz. Il y a juste un indice qui fait référence par rapport auquel les fournisseurs se positionnent. Si je comprends bien ce que vous nous expliquez sur les prix de l'électricité, vous prônez plutôt pour les particuliers de basculer vers de l'électrique parce qu'en France, effectivement, on ne produit pas de gaz. J'imagine que c'est encore plus vrai pour les petites et moyennes entreprises. Pour les artisans, c'est vraiment la source d'énergie la plus fiable et la plus stable et la moins sujette à variation, y compris pour les entreprises, pour les professionnels. Oui, pour tout le monde. Pour le gaz, on est dépendant d'importations extérieures et dépendant de cours mondiaux dont on voit en ce moment qu'on ne les maîtrise pas. Et c'est peut-être encore plus vrai pour des industriels qui ont besoin de gaz et d'énergie pour leurs activités. L'électricité, jusqu'à présent, est produite en France. On importe très peu. On est plutôt exportateur d'électricité. Et pour cette raison, le coût de l'électricité est plus modéré que le gaz. En tant qu'acteur du secteur, est-ce que vous ressentez une bascule de l'État en termes de politique de l'énergie? J'ai l'impression qu'Emmanuel Macron, ces dernières années, a vraiment embrassé la cause
pas du tout électrique, mais de quand même beaucoup miser là-dessus. On l'a vu par exemple, il répondait à Donald Trump qui disait forêt. Emmanuel Macron répondait branchez-vous, parce qu'en France on a de l'électricité. Il y a vraiment, même on le voit avec l'ouverture des mini-réacteurs modulaires, il y a vraiment un choix de dire en France on n'a pas de ressources naturelles, donc on va à fond sur l'électricité et notamment sur le nucléaire. C'est un cap qui est peut-être plus assumé qu'auparavant, que ces dernières années, ces dernières décennies, non ? Tout à fait. Il y a un cap sur l'électricité qui s'est, je pense, beaucoup accéléré après l'invasion russe en Ukraine et donc après la forte baisse des importations de gaz russe. Donc je rappelle que c'était plus de 40% du gaz qu'on importait. On s'est tourné vers d'autres acteurs pour le gaz, mais dont on est encore dépendant, les États-Unis, l'Algérie, le Qatar, la Norvège. Et donc, on n'a peut-être pas d'autre choix que se tourner vers les énergies qu'on maîtrise réellement et qu'on produit massivement en France. Et ce qui explique le revirement, ou en tout cas la concentration à laquelle vous faites référence sur l'électricité, et donc sur l'électrification des usages, mais qui prendra du temps, la voiture électrique, les pompes à chaleur, c'est des éléments qui sont encore coûteux pour les ménages, donc tout le monde ne peut pas s'en équiper, mais à terme, c'est vers ça qu'on semble se diriger. Il va y avoir, donc on voit beaucoup d'inquiétudes, on le voit, nos auditeurs s'inquiètent parce que ce sont des hausses qui sont conséquentes, qui risquent d'intervenir. Stéphane Dudy, seul je paie 108 € par mois et je m'attends au doublement de cela. C'est ce qu'on peut craindre effectivement quand on parle d'une crise énergétique importante. C'est ce qu'on peut craindre aujourd'hui. Voilà, on estime qu'avec les prix actuels, la hausse serait de l'ordre de 25%, mais la guerre est en cours. On a vu jeudi que les prix ont encore augmenté sur les marchés. Donc, il y a vraiment beaucoup d'incertitudes. Le meilleur conseil qu'on puisse donner chez Lowatt aux particuliers qui sont détenteurs d'un contrat gaz, c'est de regarder, de vérifier s'ils ont un contrat à prix indexé ou à prix fixe. Et s'ils n'ont pas de contrat à prix fixe, c'est le moment de fixer son prix. On n'est jamais engagé chez son fournisseur d'énergie, donc si les prix baissent dans quelques années, ils pourront toujours en sortir. Mais aujourd'hui, fixer son prix et éviter les hausses des mois à venir, c'est vraiment un conseil de prudence qu'on peut donner à nos auditeurs aujourd'hui. Oui, vous partagez, vous, l'inquiétude de encore une fois, cette phrase qu'on a citée, pire crise de l'énergie depuis des décennies, ça pourrait être ça ? Oui, ça pourrait être ça. Tout dépend de la durée de la guerre et de son intensité. Oui, c'est ça. C'est que si ça continue, en fait. Exactement. On est passé aussi d'un problème, finalement, qui était d'abord un problème de circulation dans le détroit d'Ormuz, à, depuis jeudi, vendredi dernier, un problème de frappe directe sur des installations gazières auxquelles vous faisiez référence, qui baisse la production mondiale de gaz. Est-ce que ça ne va pas encourager le gaz de schiste américain ? On sait qu'en France, c'est interdit de forer et le gaz de schiste. Est-ce que c'est le dernier recours face à ce qui se passe au Moyen-Orient ? En tout cas, c'est sûr que ça encourage à aller chercher d'autres voies de production de gaz. Les grands gagnants sont probablement les États-Unis, déjà, qui exportent beaucoup de gaz. Dans certains pays, on rachète du gaz russe qu'on rachetait plus depuis 2022. Donc, comme il y a une compétition mondiale sur le marché du gaz, toutes les voies sont en effet explorées. La France a du gaz de schiste ? La France, a priori, n'achète pas de gaz de schiste. Non, je veux dire, nous, si on était autorisé, est-ce que nos sols contiennent du gaz et on pourrait exploiter du gaz de schiste en cas de gros pépins ? Je ne peux pas répondre précisément. Bon. Merci d'avoir été avec nous, Maxime de Tony, donc directeur chez Elowatt, donc entreprise spécialisée dans la transition énergétique. Merci à vous. Nous, on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité, la mort de Lionel Jospin, bien évidemment. Qu'est-ce que Lionel Jospin évoque pour vous ? 0826 300 300 et puis le résultat des municipales. Vous êtes nombreux à nous écouter dans le sud-ouest, donc Bordeaux, Toulouse, avec des changements à Bordeaux, avec Jean-Luc Moudenc qui a été réélu à Toulouse alors que c'était plutôt serré. Bref, beaucoup de sujets avec vous dans les minutes qui viennent. 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio. Valérie Expert. Et
nous avons déjà commencé le débat. Il faut qu'on... Voilà. Nous sommes ensemble pour commenter les résultats de cette élection municipale. 0826 300 300. Qu'avez-vous pensé des résultats, en particulier peut-être dans votre ville, que ce soit Bordeaux, Toulouse, Agen, avec Monsieur Bruno, ça a été la grande blague, Monsieur Bruno d'Agen. Ah oui. Voilà. Il y a un type qui a fait un tweet, quelqu'un sur X qui a fait un tweet qui a été repris des dizaines et des dizaines de fois. Et puis, beaucoup plus triste, la mort de Lionel Jospin à 88 ans. On va évidemment en parler. Quel souvenir vous laisse-t-il? Là encore, 0826 300 300. Je pense que vous avez des choses à nous dire au micro, à l'antenne de Sud Radio. Éric Revel, bonjour. Bonjour journaliste, Valérie, bonjour éditorialiste. On vous retrouve dans le Grand Matin Sud Radio. Arnaud Stéphane, fondateur de l'agence La Note de Com. Bonjour, vous êtes spécialiste en communication politique. Vous avez orchestré plusieurs campagnes électorales. Vous allez nous dire ce que vous avez pensé de cette... J'ai un souvenir de Jospin par extension. Voilà. Vous allez nous le dire. On attend Najwa El Haïté, avocate, docteur en droit public, et elle a publié « Maître, sortez de moi de là » aux éditions Mareuil, et Frédéric Dabi, le seul, l'unique, le grand. Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP et co-auteur avec Brice Sokol de L'écharpe et les tempêtes, paru aux éditions de l'Aube. Et Gilles Gansban est resté comme tous les jours avec nous pour peut-être évoquer Lionel Jospin. On va commencer avec ça. Oui. Voilà, aujourd'hui pas de zapping, mais un petit papier pour évoquer la mort de Lionel Jospin. Alors que Catherine Trautmann vient d'être réélue, on apprend donc la mort de Lionel Jospin. On se rappelle qu'elle avait fait partie de son gouvernement. C'était la ministre de la Culture de Lionel Jospin. Il est donc décédé à l'âge de 88 ans, figure de la gauche et ancien candidat présidentiel. C'est après une dissolution en 1982 qu'il devient Premier ministre de la gauche plurielle. Il marquera son passage à Matignon avec la mise en place des 35 heures, la création de la CMU et mettra en place les emplois jeunes. Il se décrit comme un austère qui se marre. On pourra se parler de son austérité. Lionel Jospin a le vent en poupe et se présente de nouveau en 2002 à la présidentielle. Et alors, dans les sondages, il touche les sommets. Il est persuadé d'être présent au second tour et peut-être même toucher le Graal. Imaginez juste une minute, monsieur le Premier ministre, monsieur le candidat, que vous soyez pas au second tour. Oui. Vous votez pour qui? Non, j'ai une imagination normale, mais tempérée par la raison quand même. Ouais. Donc, c'est impossible. Impossible, disons pas ça, mais ça me paraît assez peu vraisemblable. Hein? Voilà. Mais il va être éliminé et dès le premier tour, alors c'est une gifle monumentale parce qu'il est battu par Jean-Marie Le Pen. Il annonçait immédiatement son retrait de la vie politique. Il va mettre des jours et des jours avant d'appeler à voter Jacques Chirac contre Jean-Marie Le Pen. On réécoute cette annonce de son retrait de la vie politique. Au-delà de la démagogie de la droite et de la dispersion de la gauche qui ont rendu possible cette situation, j'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Voilà. Et Marine Le Pen a tweeté: Lionel Jospin, je vous donne était un adversaire politique dont nous avons combattu la politique lorsqu'il était Premier ministre. Il n'en reste pas moins qu'il était également un homme de gauche intègre, le seul à avoir eu le courage au lendemain de la présidentielle de 2002, ce que nous venons d'entendre, de dénoncer le mensonge éhonté du péril fasciste agité frénétiquement par la droite et la gauche entre les deux tours. À sa famille, à ses proches, j'adresse mes condoléances. Et c'est en 97 qu'il devient Premier ministre. J'ai dit 82, petite précision. On pourra relire donc un temps troublé, surtout à notre époque. Un temps troublé, c'est son dernier livre en 2020, où il parlait de la survie de la gauche. Vous pourrez donc relire ce livre qui est presque d'actualité. Il avait couché quelques mots donc sur ses feuilles et on sait bien qu'elle se ramasse à la pelle. Alors il était tout à fait naturel que Monsieur Jospin, très sérieusement... c'est la chanson. Non, c'est la chanson qu'on attendait, effectivement. Se ramasse à la pelle. Avec une voix très grave.
les feuilles mortes. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. C'était chez Patrick Sébastien et c'était une émission de divertissement où les hommes politiques venaient. Il y avait eu, juste avant lui, vous vous rappelez, Valéry Giscard d'Estaing qui était venu donner un petit coup d'accordéon chez Patrick Sébastien. Et il y avait eu plein d'hommes politiques qui étaient venus. Vous n'avez pas évoqué Creil, qui est quand même l'un des sujets importants de la présidence de Lionel Jospin. Enfin, de sa gouvernance, certains disent que c'était la laïcité a commencé à être en péril à partir de ce moment-là, l'affaire du foulard de Creil, et dont on sent aujourd'hui les conséquences. Souvenir. Il suffit de voir ce qui est devenu Creil depuis. Bah oui. Le responsable du lycée où ça avait eu lieu s'était présenté aux élections. Il avait été élu d'ailleurs. Il avait essayé de mener une politique assez LR d'ailleurs, plutôt assez stricte sur la laïcité. Il n'a pas été suivi par sa formation politique. Il avait demandé, pour être réélu, à faire une alliance avec le RN parce qu'il était déjà talonné par les différentes familles de la gauche. Ça avait été refusé. La mairie était donc tombée à gauche. Elle n'a jamais plus retourné à droite. Mais à Creil, aujourd'hui, à Creil, il était ministre de l'Éducation, non? Ou il était Premier ministre? Jospin était ministre de l'Éducation. Oui, c'est ça. C'était en 89. Il n'était pas. Je parle du proviseur. C'était en 89 et effectivement. Aujourd'hui, la ville, c'est les dernières municipales, ça a été assez croquignolesque. Et les filles qui l'ont emporté. Oui, puis des affiches avec des femmes voilées, etc. Quel souvenir vous avez de Lionel Jospin? Moi, j'ai un souvenir très particulier. C'est je suis dans la campagne présidentielle de 2002, puisque je suis le numéro 2 de la cellule idée-image de la campagne de Jean-Marie Le Pen. Et donc, je suis au QG de campagne le soir du 21 avril. Et je vois que Jean-Marie Le Pen est au deuxième tour. Et je vois la soirée qui devient complètement folle, un affolement total, des cars régis qui n'étaient pas prévus, qui tout d'un coup arrivent devant le siège du Front National à Saint-Cloud, et puis la déclaration de Lionel Jospin. Donc j'ai un souvenir très très précis puisque j'avais 30 ans à l'époque. Ouais. Donc je m'en souviens extrêmement bien, enfin quasiment comme si c'était hier. J'ai même encore vous voyez, on en parle, j'ai encore les sensations, et ça a été un choc, et le choc se multipliant ce soir-là, parce que déjà il y a l'annonce du fait que Jean-Marie Le Pen est au second tour, que Lionel Jospin, qui rigolait quand on lui parlait de cette possibilité quelques jours avant, et puis son discours avec cette salle qui est pétrifiée, ce fond rouge, et Lionel Jospin qui annonce son départ de la vie politique, alors qu'il avait réussi un coup extraordinaire avec la dissolution. Il était devenu Premier ministre longtemps. Il a longtemps été Premier ministre. Il est resté 5 ans Premier ministre quasiment. Donc voilà. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est les cris, en fait. Oui, c'est les cris. Les cris des gens. C'est presque pas son discour. C'est d'un seul coup l'horreur de tous ces gens qui avaient voté, qui se retrouvent tellement déçus d'être abandonnés, en fait. Il y a eu ce sentiment d'abandon de Lionel Jospin, alors qu'à l'inverse, on attendait qu'il résiste. Tout était mal parti sur cette campagne de 2002. Il avait envoyé sa candidature par fax. Ah oui, je me souviens. On s'en souvient. Aux journaux. Il avait multiplié les gaffes sur Jacques Chirac, et puis après il y avait eu l'affaire sur son passé au Parti communiste internationaliste, au PCI, une organisation trotskiste. Il a dit non, c'est pas moi, c'est mon frère. Il avait balancé son, et puis en vérité c'était aussi lui, c'était son frère et lui. Enfin, ça avait été vraiment une campagne extrêmement dure psychologiquement, avec j'ai fendu l'armure aussi, cette oui, c'était et puis Jacques Chirac dans l'avion. Oui, c'est ça, fatigué, usé. Alors on a Baptiste en ligne qui voulait réagir au 0826 300 300. Que représentait Lionel Jospin pour vous, Baptiste? Moi, je suis plutôt un électeur et un citoyen de gauche. Donc pour moi, Lionel Jospin, ça représente quelqu'un. Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit sur la campagne de 2002. C'est que, en fait, je pense que l'histoire va juger Lionel Jospin comme étant un homme d'État,
parce qu'il y a eu des conquêtes, il y a eu des avancées, il y a eu du progrès, etc., notamment sur le volet social. Oui. Ah, on vous a perdu. Donc, figure de la gauche, effectivement, qui vient de disparaître avec une image d'homme intègre. Vous l'avez connu bien, vous, Éric, puisque vous l'avez fait sortir du silence. Oui. Alors, d'abord, ça nous donne un sacré coup de vieux, je trouve. Ça nous donne une claque sur le temps qui passe. Je voyais sur certaines chaînes d'information, on voit François Hollande au milieu de Lionel Jospin et de Jean-Louis Debré. Vous voyez, Jean-Louis Debré et Lionel Jospin sont plus de ce monde. Donc ça, moi d'abord, ça me met une claque un peu nostalgique d'une époque où la politique devrait l'être de noblesse. Voilà. On pourrait parler aussi de la disparition de Jean-Marie Le Pen, évidemment. Alors moi, le souvenir que j'ai avec Lionel Jospin, c'est très simple. C'est que pour la campagne présidentielle de 2012, qui oppose alors François Hollande à Nicolas Sarkozy, j'ai une idée. Vous vous souvenez, j'avais quelques idées. À l'époque, on travaillait sur la même chaîne, absolument, sur LCI. Et je me dis, parce que j'avais regardé sur CNN Sarah Pauline, qui était une ancienne candidate républicaine, qui faisait des chroniques politiques. Ah oui. Et je me dis, mais c'est bien sûr, il faudrait faire la même chose en France. Donc je me mets en tête que, et j'en parle au patron de TF1, non Spolini, et je me mets en tête que je vais convaincre 2 anciens premiers ministres, un de gauche, un de droite, l'un soutenant Nicolas Sarkozy, l'autre soutenant François Hollande. Je convainc assez rapidement Jean-Pierre Raffarin, bien que j'ai appris ensuite que Nicolas Sarkozy n'était pas tout à fait d'accord pour que Jean-Pierre Raffarin soit le témoin de sa campagne. Et je me dis que pendant un an, tous les jours d'une semaine, je vais avoir en alternance 2 anciens premiers ministres. Alors Olivier Ferrand, qui dirigeait Terra Nova à l'époque, qui faisait une émission avec Ramayad sur LCI, vous voyez, ça nous... Je demande à Olivier Ferrand, il me dit, écoute, non, moi je lui dis, voilà, il reste que Lionel Jospin, mais Jospin a dit qu'il faisait plus de politique, bon. Et il me dit, un jour, écoute, je joue au tennis avec lui tous les week-ends, donc je vais essayer de lui demander. Alors, il revient vers moi, Ferrand, il me dit, bon, non, il fait plus de politique, mais en revanche, il m'a dit que je te donne son numéro. Alors, la suite, dans un instant, restez avec nous sur Sud Radio. Incroyable. Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Retour avec vous dans le studio Sud Radio. Najwa El Haïté vient de nous rejoindre. Bonjour Najwa. Alors Eric, on est suspendu à vos lèvres. Je vais aller vite. Donc je finis par avoir le numéro de téléphone de Lionel Jospin, je l'appelle, je dis voilà, j'ai une idée. Il me dit bon, non, c'est pas possible, je pourrais pas faire ça, d'abord je fais plus de politique, etc. Et puis il me dit mais voilà, on reste en contact. Donc on échange, puis je vais le voir dans le 6e où il habitait, voilà, et en fait je vais le voir une dernière fois parce que je suis persuadé qu'il va me dire non, je ne pourrais pas faire en alternance sur LCI une chronique politique pour soutenir François Hollande. Et j'arrive donc chez lui et je monte. C'est toujours marrant quand vous appuyez sur l'interphone et que vous entendez la voix de Lionel Jospin qui vous dit telle tâche, c'est toujours drôle. Donc je monte, on partage une canette de Perrier à 2 et il me dit non, vous comprenez, voilà. Et alors je me dis mais ça fait des semaines, pourquoi est-ce que je viens si c'est... Et tout d'un coup il me dit écoutez, j'en ai parlé à François Hollande, il trouve que c'est une bonne idée, donc je vous dis oui. Mais vous savez, un peu comme les héros de bande dessinée qui continuent à courir alors que la falaise est plus sur leurs pieds, je réagis pas vraiment sur le moment. Et là il s'énerve un peu, il me dit mais je vous dis oui, je vais le faire sur LCI. Et donc en fait, viennent chroniqueurs sur LCI pendant un an pour la campagne présidentielle, l'un soutenant Sarkozy et l'autre soutenant Jospin. Et puis un jour en régie, Hollande. Et un jour en régie, Valérie, quelqu'un me dit il y a Jospin qui veut te voir. Je dis ah bon, qu'il vienne dans mon bureau. Donc il ouvre la porte, très très solennel. Hein. Est-ce que je peux m'asseoir, monsieur le directeur général? Je dis monsieur le Premier ministre, quel honneur. Qu'est-ce qui vous amène? Et il me dit écoutez, hier visiblement, Jean-Pierre Raffarin a fait 30 secondes de plus dans sa chronique. Ah je dis, monsieur, attendez, il n'y a aucun souci, prenez une minute. Je ne vous demande pas une minute, je vous demande mes 30 secondes. Et ça, c'est tout Jospin. C'est-à-dire à la fois une rigueur rigide, et voilà. Mais il a tenu son engagement. Et on a, j'avais confié à Michel Field à l'époque ce qu'on avait appelé parole de premier, qui avait bien marché, même si on était à l'époque, ma chère Valérie, une chaîne payante. Oui. Et j'avoue que j'avais été stupéfait par le contenu des deux et la rigueur affichée par Jospin. Du boulot, Voilà. Alors, vous allez se dire comme un autre. Certains nous disent, il ne faut pas oublier que c'est aussi. Alors, c'est le père des 35 heures, de la CMU, du quinquennat qui, à mon avis, est une erreur. Voilà, et 35
ralentissement du nucléaire. Bien sûr, de Super Phénix, puisque voilà, il y a aussi tout ce bilan. Non, mais bien sûr. Là, je vous racontais une anecdote humaine, mais si vous voulez me faire parler du bilan économique de Jospin, oui. Et les emplois jeunes. Jospin, en 89, nous dit effectivement, Jospin avait dit qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse que la France s'islamise. C'est lui qui avait dit ça. Et puis il y avait effectivement l'affaire du foulard de Creil. Il n'a pas voulu quand même. Évidemment, il laissait un héritage pas toujours, un peu lourd pour la France, entre renoncement et occasions manquées sur certains sujets. Alors moi, à l'époque, j'étais jeune secrétaire de section du Parti Socialiste dans le 5e arrondissement. Et donc, j'ai pu croiser, en effet, Lionel Jospin. Donc, je rejoins tout ce qui a été dit, c'est-à-dire la rigueur, le sens aussi de l'intérêt général. Et je me souviens de cette terrible phrase, c'était un de vos confrères, Valérie, qui disait Lionel Jospin a un bon bilan. Ça, c'était à la veille de l'élection présidentielle. Il a un bon bilan, mais c'est un albatros sans aile. Et c'est vrai que moi, je me souviens à l'époque des débats autour de l'emploi, où il y a eu Michelin, où il y a eu un certain nombre de licenciements, et il n'a pas su répondre à l'inquiétude en matière d'emploi. On parlait aussi de sécurité. Je me souviens aussi de ces images poignantes d'un vieux monsieur. Vous vous souvenez qu'il s'était fait agresser Papivoise. Exactement. Et là encore, pas de réponse sur... il parlait de sentiment d'insécurité, mais en tous les cas, pas de réponse, de réponse aux attentes des Français aussi dans ce domaine-là. Donc c'est vrai que il bénéficiait d'un bon bilan, avec les 35 heures, où là encore on peut être critique sur les 35 heures, notamment à l'hôpital, les emplois jeunes. Par contre, on peut mettre en avant aussi la loi sur la parité entre les femmes et les hommes, qui date du 6 juin 2000 et qui a permis... qui est un vrai sujet dans les petites communes. Je vous rappelle, on va parler des municipales après. Souvent, vous avez qu'une liste dans les petites communes parce que c'est très difficile de mettre en place la parité, ou pour avoir des hommes ou pour avoir des femmes. Donc, à mon avis, la parité, bien qu'évidemment je traite sur un pied d'égalité les hommes et les femmes, c'est pas le sujet. Elle a plutôt restreint la démocratie qu'elle ne l'a accrue, parce que vous avez plein de villes moyennes en termes d'effectifs ou de villages qui en fait se retrouvent avec une liste. Parce que c'est très compliqué, malheureusement, d'observer cette parité. Donc une liste, c'est pas vraiment un choix démocratique. Où vous n'allez pas voter ou voter pour la liste, quoi. Najwa, est-ce que vous pensez que ce jour-là, le jour où il a dit j'arrête tout, une certaine forme du socialisme est mort et le mitterrandisme avec Est-ce que vous pensez que... Parce que Olivier Faure a parlé il a rendu hommage sur une chaîne info, et il a dit c'était un autre socialisme que sous-entendu... c'était un socialisme plus honnête que celui qu'incarne Olivier Faure. Oui, ça c'est pas compliqué. À l'arrivée... il y a son héritage qui est là quand même. Non, mais moi je ne nie pas. Je mets en avant notre socialisme quand on voit encore François Mitterrand. C'est pas le droit d'inventaire aussi un peu. Si, bien sûr. Sur le mitterrandisme, bien sûr. C'est pas du tout la même façon de faire de la politique. Moi, je fais partie de la génération Mitterrand. Moi, je fais partie de cette génération Mitterrand, et je pense en effet que une forme de socialisme. Moi, je trouve tourner vers l'intérêt général, vraiment au serviteur de l'État. Enfin, c'est un véritable serviteur de l'État, et je pense que c'est ce socialisme-là qui disparaît avec toute cette génération Mitterrand, c'est-à-dire les Martine Aubry, les Guigou, les Dominique Strauss-Kahn. C'est une génération. On tourne une page d'une génération qui a marqué les années Mitterrand, mais aussi les années Jospin. Après, vous dire, est-ce que c'est une autre forme de socialisme ? Oui, moi je trouve. Moi, j'ai quitté le Parti socialiste. Je suis une femme de gauche. Je demeure une femme de gauche, mais je me retrouve plus dans le socialisme qui est incarné actuellement par Olivier Faure et par les compromissions, avec les filles, notamment. Il y avait, j'ai oublié son prénom, Pierre Jouvet, et puis Boris Vallaud sur une autre antenne, et les deux prennent vraiment leur distance avec Olivier Faure. C'est ce que j'allais dire. Maintenant, c'est le cas. Quelle honte, pardonnez-moi, quand j'entends Pierre Jouvet, donc secrétaire national du Parti socialiste sur Sud Radio ce matin,
qui, toute honte bue, le lendemain d'une défaite historique pour la stratégie qu'a mis en place Faure, Monsieur Jouvet explique sur Sud Radio que Mélenchon, c'est la brutalisation du débat et qu'il est antisémite, mais ils ont peur de rien, ces gens. Le lendemain de leur défaite, de la propre stratégie qu'ils ont mis en place. Alors je vais vous dire, je vais donner rendez-vous, je vais donner raison à Jean-Luc Mélenchon, hein, vous savez, pour une fois. Mais oui, parce qu'en fait, ces gens-là, du PS, là, ces sociodémocrates sont des sociotraîtres. Mélenchon a raison. Ces gens, ils sont achetables entre deux tours, et une fois qu'ils ont perdu la gamelle, ils dénoncent l'accord qu'eux-mêmes avaient validé. Mais quelle indignité, comme disait Sarko. Écoutez ce que disait Pierre Jouvet ce matin, qui était au micro de Jean-François Aquili. Aussi, c'est que quand ils sont en tête, comme c'est le cas par exemple à Toulouse, qui est le cas le plus emblématique, ils arrivent aujourd'hui à être un repoussoir tel qu'ils font gagner à nouveau Jean-Luc Moudenc. Par les outrances permanentes de Jean-Luc Mélenchon, par la stratégie politique de brutalisation, de hooliganisation de la vie politique qui est la leur. Et donc aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est en train, je vous le dis, de mettre une chape de plomb sur toute la gauche dans ce pays où on ne peut plus parler d'autre chose que de la France insoumise. Quelle honte, le lendemain de la défaite de la stratégie qu'ils ont validée, assis sur tout des océans de larmes de crocodile sur les propos dits antisémites de Monsieur Mélenchon, des océans de larmes de crocodile après le meurtre de Quentin Durand, où ils avaient dit oh là là, les liens avec la jeune garde, etc. Et puis faut quand même sauver le sandwich. Hein. Oula, attention, il y avait la nécessité de sauver des grandes villes. Donc, on a mis un voile sur tout ça. On a essayé de cacher. On a lancé d'ailleurs des réseaux aussi et de l'influence pour tourner en dérision tout ce qu'ils avaient eux-mêmes mis en avant, c'est-à-dire oh là là, ces affaires sont plus compliquées qu'elles ne paraissent. On a étouffé l'affaire Durand. On a étouffé les propos de Jean-Luc Mélenchon sur Epstein et autres, et Monsieur Glucksmann, qui est quand même leur allié. Hein. Enfin, je veux dire, c'est fantastique. Tout ça parce qu'il y avait nécessité de sauver un certain nombre de villes. Patatras, ils n'ont pas réussi leur pari. En particulier à Tulle, on va en reparler. Limoges, il y en a d'autres, il y en a plein. On va en reparler dans un instant avec vous. 0826 300 300, vos réactions à cette élection, à ces élections municipales à Toulouse. Est-ce que vous avez été surpris finalement de la victoire de Jean-Luc Moudenc? Est-ce que à Bordeaux aussi, changement de mairie assez serré? Et puis la claque pour Rachida Dati à Paris. On en parle avec vous. 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est avec vous sur Sud Radio pour commenter les résultats de ces élections municipales avec Frédéric Dabi. Enfin, bonjour. On l'attendait. Le seul, l'unique directeur général de l'IFOP, co-auteur avec Brice Sokol de ce livre consacré aux maires de L'écharpe et les tempêtes, paru aux éditions de l'Aube. Najwa El Haïty, docteur en droit, vous êtes avocate et vous venez de publier Maître, sortez-moi de là chez Mareuil. Je recommande parce que c'est un livre passionnant sur votre métier, sur votre trajectoire et puis sur les clients que vous avez et sur parfois certains dossiers compliqués. Dont Michel Platini. Oui, j'ai bien aimé quand vous racontez effectivement que parfois vous êtes convaincu puis vous vous rendez compte en fait que je me suis trompé. Que vous êtes trompé. Un livre vraiment passionnant. On n'a pas cité votre livre, Éric Revel. Oui, il va falloir qu'on l'inscrive. Il va tenir la rampe jusqu'en 2027. On vous a cité vendredi. C'est gentil. Encore le Mozart, c'est Mozart qu'on assassine aux éditions Ellipse. Oui, il s'agit des fiascos, un pamphlet musical sur le bilan, même politique, on pourrait en parler, d'Emmanuel Macron. D'Emmanuel Macron, c'est juste hallucinant. Ouais. Et puis Arnaud Stéphane, fondateur de l'agence La Note de Com, et vous êtes spécialiste en communication politique. Et je rappelle que vous avez mené plusieurs campagnes électorales. Donc on a évoqué la mort de Lionel Jospin, on va évoquer les municipales. Frédéric Dabi, peut-être un souvenir pour vous avec Lionel Jospin. Citoyennement, c'est bien sûr la fin d'une époque. Je rappellerai, je ne sais pas si vous l'avez dit, que le moment où il s'est fait connaître des Français médiatiquement, c'est un débat des dossiers de l'écran en 79 ou 80 où il ringardise Georges Marchais en disant qu'il donnait cours aujourd'hui quand Marchais n'était pas rentré depuis des années dans une usine. Sondagièrement, Lionel Jospin, c'est un souvenir un peu
en gris clair et gris foncé. Ouais. Il a été, comme Premier ministre, systématiquement populaire dans les indices IFOP JDD. Il a eu 5 ans de forte popularité pour finir ce qui s'est passé le 21 avril 2002. Mais on a tendance à tenser les sondeurs, à revenir sur le 21 avril 2002. Ouais. Je rappellerai que la plus grande faillite pour les instituts de sondage à une élection présidentielle, c'est la candidature Jospin en 95, testée très tardivement. Il déboule fin janvier où il bat Henri Emmanuelli lors d'une primaire interne au PS. Et surtout, il n'y a pas eu un seul sondage pendant la campagne de 95 qui a mis Lionel Jospin en tête parce qu'il y avait cette volatilité électorale Chirac-Balladur. Et en fin de campagne, Balladur est monté, Chirac a baissé, Jospin en a profité. 2002, c'est un autre sujet. Mais bon, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a toujours eu une image d'honnêteté, de probité et qui a marqué les Français. C'est une figure d'autorité et de probité qui a marqué. Quand on voit l'état de la gauche en 2024 qui se disait prête à gouverner sans incarnation et avec un programme qui faisait dissensus, en 97, malgré le temps très court sur la dissolution, il y avait des équipes, il y avait un programme très clair que même les gens de droite reconnaissaient, notamment 35 heures emploi jeune. Ouais. C'est effectivement... Alors, les gens de droite ne reconnaissent pas forcément Frédéric. Non, je ne disais pas soutenait. Il y avait, quand on travaillait sur l'action ministérielle, il y avait vraiment des lignes de cohérence qu'on a retrouvées. Non, mais quand même, Frédéric, les 35 heures, au lieu de... Enfin, on peut discuter du nombre d'emplois créés par les 35 heures, mais le vrai sujet, il n'est pas là avec les 35 heures. C'est qu'on a expliqué aux Français, depuis Lionel Jospin, que en fait le travail n'était pas une valeur, si vous voulez, que moins on travaillait, plus on serait heureux dans la vie. C'était pas mon sujet. Moi, je parlais je pourrais parler de la CMU et je pourrais vous parler des emplois jeunes. Vous savez, les emplois jeunes, il y avait des agents d'ambiance. Donc votre métier, c'était agent d'ambiance. C'est pas ce que je disais, mon cher Eric. Voilà. Donc le bilan Lionel Jospin et de la gauche de cette époque, il est quand même... J'étais sur la communication et le fait que... Je me souviens de la cagnotte. Vous en souvenez de la cagnotte? La cagnotte, c'est qui avait été lancée par Jacques Chirac le 14 janvier 2000. Le 14 juillet 2000, dans son intervention. Résultat des élections municipales, vous en retenez quoi, Frédéric Dabi? Je retiens, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire, je ne vais pas monopoliser la parole qui plaisait en arrivant tardivement. D'abord, cette abstention qui reste très très forte, record historique sur la 5e République. Et puis, plus que jamais, il y a des France aux élections municipales. La France des petites villes et des villes moyennes. Plus que jamais. Plus que jamais, oui, plus que jamais. Alors, on a parlé d'archipélisation. Vous voyez, à une époque, il y avait des villes qui pouvaient tomber d'élection en élection de gauche à droite. Saint-Étienne qui avait été communiste, socialiste, UDF, RPR. Maintenant, il y a des zones spécifiques où les partis font leur miel. Les grandes métropoles, domination du Parti socialiste ou des écologistes, malgré leur claque connue hier. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une ville de plus de 150 000 habitants gérée par LR. La première ville gérée par LR, je crois que c'est Boulogne-Billancourt, donc ici, dans ces studios de Sud Radio. Ville moyenne et petite dominée par LR. On a tendance à voir les alternances, mais la tendance majeure, c'est que les sortants ont été reconduits majoritairement, et 2, que LR et le PS dominent le rapport de force électorale. Le RN qui continue son implantation, tous ces sortants ont été reconduits. Ils ont une zone de force dans le quart sud-est, avec bien sûr Menton, Nice dans un sens, et surtout des villes qui étaient complètement impossibles pour eux, Montargis, Liévin, Carcassonne, et Castres. Et là, on voit une continuité entre leur implantation aux législatives de 2022 et 2024 et ses succès municipaux. Et on a un PS qui tient le choc, mais uniquement dans des grandes villes, Paris, Lille et Marseille, et surtout dans les villes où ils n'ont pas fait d'alliance avec LFI. Le fait majeur du second tour, c'est le côté radioactif des alliances. J'avais dit que Toulouse allait être le centre névralgique de l'élection. L'enquête IFOP fiduciale pour la Dépêche du Midi et Sud Radio donnait Moudingue vainqueur avec 51%. Et déjà, j'avais 20% d'électeurs socialistes qui choisissaient le maire de droite. C'est quand même pas rien, même s'il n'a pas une image droitière. Avec un 53,5, 46,5, ça veut dire qu'on en a un gros tiers, voire plus, qui ont refusé les alliances. Ces alliances ont mobilisé à droite et à l'extrême droite contre ces alliances. On l'a vu notamment à droite à Limoges. Et ont désarçonné le peuple de gauche socialiste. Alors, on a Jean-Paul qui nous appelle de Toulouse, justement. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour Valérie et bonjour toute l'équipe autour de vous. Alors, c'est un plaisir de vous avoir au téléphone. Bon, on est ravis de vous entendre également, Jean-Paul. Je sais que vous êtes un fidèle auditeur, donc vous habitez Toulouse. Oui. Vous êtes allé voter hier ?
Oui, même 2 fois, parce que mon fils n'étant pas dans la région, j'ai voté par procuration pour lui, dans des bureaux de vote différents. Non, et je constate que les électeurs à Toulouse se sont mobilisés, parce qu'il y a eu, j'ai vu 62% de participation. Les gens se sont réveillés en se disant, mais on veut pas de FI au Capitole. LFI avec son programme, avec ses idées, on n'en veut pas. Et comment dire, les gens, beaucoup de gens qui sont socialistes sont trouvés trahis, ont été ulcérés par le fait que les socialistes, les écologistes se mettent sous la bannière de LFI, sous les ordres de Mélenchon. Enfin, ils sont représentants local, pique mal. Oui, bah écoutez, c'est effectivement un fait que les électeurs se sont mobilisés à Lyon. Arithmétiquement, le premier tour donnait Toulouse tombant à gauche, puisque l'addition Picmal et Briançon faisait 52,5%. Ouais. Et donc on a vu qu'il y a 26 villes où les candidats de la gauche ont été battus, et ces 26 villes avaient choisi de s'allier à LFI. Il y a quand même un contre-exemple. Voilà, il y a quand même Nantes. Ouais, il y a Nantes. Je veux dire quand même, après avoir entendu tout à l'heure les propos du secrétaire national du Parti socialiste, on a envie quand même de rigoler, parce que il me semble pas que la maire de Nantes fasse partie de l'aile gauchiste du Parti socialiste. Et donc cette alliance, elle va, à mon avis, elle aura des conséquences, ne serait-ce que sur la gestion de la ville et ce que va devenir Nantes. Nantes est déjà l'ombre de ce qu'elle a été il y a quelques années, et c'est bien triste. Mais je pense que le Parti socialiste, on en discutait tout à l'heure, a une vision purement utilitariste de la politique des alliances, de la morale, et que si ça avait marché, ils auraient dit c'est fantastique, regardez, on a réussi à reconstituer une gauche plurielle différente, on travaille avec LFI, mais on a des grandes différences, etc. Oui, mais ça n'a pas marché. Il n'empêche que demain, pour les autres élections, pour les régionales, pour les départementales, et puis pour la présidentielle, ça va faire le Parti socialiste tout seul. Ça va faire un peu short quand même. Hein. Vous avez quand même un pôle, magnétique qui s'est quand même mis autour de LFI. Et quand vous voyez que quand il y a des, regardez les mairies. Saint-Denis ou autre, regardez ce qui s'est passé immédiatement dans la foulée de l'élection des nouveaux maires. Enfin, je veux dire, c'est le début du commencement. Je veux dire. Et ça n'a pas empêché le Parti socialiste de faire des alliances avec ces gens-là. Et avant le premier tour, il y avait quand même déjà 150 villes où il y y avait déjà des alliances LFI avec LFI. Un petit peu moins. Un petit peu moins, c'était 150 me semble-t-il. Mais on va vérifier. 150 villes. Donc voilà, c'est bien de dire ça le lendemain d'une élection, mais encore une fois, que va devenir une gauche qui a des problèmes à dénoncer l'antisémitisme, ce qui s'est passé sur le soutien à la Palestine, etc. Il y a quand même quelques questions qu'il faut se poser. Les leaders du PS sont d'une indignité absolument incroyable. Je le rappelle, le lendemain de la défaite historique de leur stratégie, Monsieur Faure et Monsieur Jouvet du Parti socialiste nous expliquent maintenant que Jean-Luc Mélenchon est le boulet de la gauche. Mais ces gens n'ont peur de rien. Je veux dire, ils retournent leur veste en permanence. Vous savez, je pense que quand Mélenchon a taxé les socialistes de roublards, qu'on pouvait les acheter pour pas cher, mais il a tout à fait raison. Le vieux clivage entre la gauche extrême et la social-démocratie, c'est le mot les sociotraîtres. Mais plus que jamais, Monsieur Jouvet, ce matin, sur Sud Radio, de Jean-François Aquili, incarne ce retournement de veste. Mais bon, je pense que le PS va exploser, si vous voulez, et les LR aussi. Je pense qu'on est en décomposition, putréfaction, recomposition. Voilà, c'est les trois mamelles de la politique électorale. Il va pousser autre chose. Par rapport à ça, sur ces alliances, on va ménager, mais sur ces alliances, effectivement, on s'interrogeait la semaine dernière de savoir si ça allait être repoussoir ou non. Ça l'a été, en tout cas, dans un certain nombre de villes, pas toutes. Oui, parce qu'on parle du PS, mais on peut parler aussi
aussi des Verts, autre grand brûlé de cette proximité avec LFI. Ils ont perdu presque toutes les villes. Ils conservent Tours et Lyon parmi les grandes voilà. villes. Par contre, ils perdent des bastions comme Colombes, Bordeaux, Besançon, j'avais noté Annecy. Bordeaux, Strasbourg, Poitiers. Annecy, et en effet, Poitiers. seule la ville de Lyon... Et Tours. Et Tours, exactement, sont préservés. D'ailleurs, je vais vous dire, Éric Revel disait, le PS est parti pour imploser. On verra, mais Jean-Luc Mélenchon, il n'espère que ça à la veille des présidentielles, que le PS oui, mais c'est ce qui va se passer. Voilà, et c'est d'ailleurs, en tous les cas, pour tirer son épingle du jeu. Moi, j'aimerais aussi revenir sur le RN, parce que certains disent, oui, le RN n'a pas fait, il n'y a pas une vague RN qui a envahi la France. Oui, c'est vrai, sauf que, vous le rappeliez, Frédéric Dabi, ils ont quand même gagné des petites et moyennes villes, hormis Nice quand même, qui est quand même une ville importante. 5e ville de France. Et ça aura des répercussions pour les futures sénatoriales. Parce que moi, je note que le RN a aujourd'hui 3000 conseillers municipaux sur 84 départements. Donc, automatiquement, vous aurez un impact sur les prochaines sénatoriales. Et puis Renaissance, et je termine par Renaissance. Renaissance qui n'avait pas une implantation locale se retrouve avec 200 maires élus. Là encore, c'est ce qui manquait à Renaissance, et donc on voit que là, l'implantation locale démarre. Ça a vu combien ce que dit Najwa est très intéressant, parce que sans faire l'école des fans, tout le monde a gagné. Qu'est-ce que c'est qu'une élection municipale, compte tenu de la diversité des situations des communes, même si on se focalise sur les 1000 villes de plus de 10 000 habitants, chaque parti, et compte tenu de la proximité du scrutin présidentiel, chaque écurie présidentielle tend à imposer un récit du scrutin. LFI a raison de dire qu'ils étaient complètement absents des conseils municipaux. Ils arrivent avec beaucoup de conseillers municipaux. Ils gagnent une grosse ville, Roubaix. Ils s'implantent dans des banlieues, Vénissieux, Saint-Fond, Sarcelles. Saint-Denis, qui est la deuxième plus grande ville d'Île-de-France. Sarcelles, et de la même manière, le PS peut dire, nous avons conservé Paris, Lille, Marseille, 3 villes où les candidats ou les maires sortants, Grégoire n'étant pas maire sortant, Emmanuel Grégoire, n'ont pas pactisé, ont refusé toute alliance avec la France insoumise. Mais c'est vrai que le fait majeur du second tour, Nantes, Arnaud Stéphane l'a rappelé, excepté, c'est le refus de l'alliance PS-LFI ou de LFI-PS. Il y avait 2 villes qui leur tendaient les bras. Limoges, qui, comme vous le savez, a été de gauche pendant quasiment 80 ans, avec un maire sortant de droite qui a fait, tenez-vous bien, 11% au premier tour. La ville, 11%, c'est rarissime pour un maire sortant. Le second tour a été mauvais. Toulouse, on en a parlé. Et c'est vrai que dans la perspective de l'élection présidentielle, on retrouve 2 courants de gauche irréconciliables. Pas du côté des appareils, où effectivement certains ont perdu leur cohérence en disant pas d'accord au national, mais on laisse toute une série d'accords locaux fleurir. Et on a ces 2 gauches, entre une gauche social-démocrate qui va pas si mal que ça. On le voit à Montpellier avec Michael Delafosse qui, pareil, a refusé toute alliance, qui fait 2 fois plus de voix que la candidate Nathalie Osiol, et cette gauche radicale qui, bien sûr, a un problème de second tour. Le front anti-LFI, malgré les victoires dont vous parlez, c'est une réalité dans la plupart des villes, mais qui a un socle de premier tour de plus en plus fidélisé et qui peut laisser à Jean-Luc Mélenchon des espoirs importants pour 2027. On se retrouve dans un instant avec vous, 0826 300 300. Si vous voulez évidemment réagir, nous faire part de vos réactions, satisfaction, comme Jean-Paul, notre auditeur tout à l'heure, de voir que Toulouse finalement est resté avec son maire Jean-Luc Moudenc. On vous attend, à tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Beaucoup de choses à dire au lendemain de ces élections municipales. On a Emmanuel qui nous appelle de Suresnes et qui voulait réagir. Non, on n'a pas encore Emmanuel. Et si, on a Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Alors, écoutez, franchement, entre Rafida Dati et Grégoire, on allait dans Silla de toutes les façons, parce que Rachida, vraiment, elle traîne dans quelques casseroles. On sait très bien, enfin,
tout le monde sait à peu près que c'est pas vraiment un parangon de vertu, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on aurait envie d'avoir à la tête de la capitale quelqu'un d'un peu net. Grégoire, je pense qu'il est plus net. Simplement, il va falloir qu'il fasse le ménage, parce que à l'occasion de cette campagne, on a appris qu'il y avait notamment des réseaux pédophiles qui dans le périscolaire, etc. Là, il va falloir qu'il fasse le ménage. S'il y a une opposition au conseil municipal, ça va être le moment qu'il parle, qu'on les entende, et qu'ils agitent les médias, qu'ils fassent ce que doit faire théoriquement une vraie opposition. Mais sincèrement, de toutes les façons, c'était insatisfaction garantie dans les deux cas. Grégoire, je pense que si on fait pression sur lui de manière intelligente, j'ai l'impression qu'il est un petit peu moins... comment dirais-je, obtus que celle à laquelle il succède. Vous trouvez, vous avez écouté son discours, il a commencé, il y a eu les mots stigmatisation, LGBTQ, enfin on a vu qu'il positionnait tout de suite, il se positionne quand même tout de suite très à gauche. Très, mais il va falloir que l'opposition, maintenant qu'on en est là, il va falloir que l'opposition fasse son boulot, quoi. L'opposition à Paris pense quasiment la même chose, donc ça va être compliqué pour eux. Non, mais on peut pas lui... Discrimination, stigmatisation, c'est les premiers mots qu'il a employés. Prenez les docs du conseil régional d'Île-de-France qui est tenu par la droite. Vous avez exactement la même chose. Vous pouvez vous tromper. Vous savez, les trucs. Vous faites le petit jeu des questions. C'est un document de qui? C'est un document de droite ou c'est un document de gauche? C'est exactement la même chose. Peut-être un mot sur le score de Rachida Dati. Alors Frédéric. Non, mais je commencerai par le score de la gauche, parce que là, parlons-nous très franchement. Les sondages ont tous donné Grégoire gagnant et en tête au premier tour et gagnant au second tour, mais ils ont très mal évalué l'écart, ce qui est incroyable. La configuration Grégoire-Chikirou Dati, c'était la pire pour Emmanuel Grégoire, avec une gauche qui risquait de se diviser. Le total gauche fait quasiment 58-59%. Je crois que c'est historique à Paris. Même Bertrand Delanoë, en 2008, réélu largement, n'avait pas ce score-là. Ça pose question sur l'exception parisienne. Paris, donc les gens sont contents. Oui, plutôt. En tout cas, il y a un bruit médiatique, réseaux sociaux, ça cache Paris, etc. Ça a donné des résultats, mais pas au point de créer les conditions d'une alternance. C'est très la candidate n'était pas la bonne. Moi, c'est facile de dire, après une campagne, après une défaite, la candidate n'était pas la bonne. Rachida Dati est maire du 7e depuis 2008. Elle est réélue à chaque fois. Alors peut-être aurait-elle dû quitter le ministère de la Culture plus vite. Peut-être que les affaires, quand on lit les tracts des professions de foi, moi je suis lecteur parisien, pour vos éditeurs, je le dis très directement, les tracts et les professions de foi de la gauche locale et de la gauche, si je puis dire, centrale pour l'Amérique, mettait systématiquement en avant qu'elle risquait 10 ans de prison, le procès du mois de septembre, etc. Ça a peut-être joué, mais le fait majeur, pourquoi dans notre sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et Match, nous avons donné 2 à 3 points d'avance pour Grégoire, il y en a 9, c'est que nous avions des reports Bournazel vers Dati qui n'étaient pas bons, mais qui étaient quand même majoritaires. Là, ils sont catastrophiques. Avec un écart pareil, et on le voit dans le 5e, dans le 9e, le décalage entre Florence Berthoud qui réélu nettement et le score de Rachida Dati, l'électorat Bournazel ne s'est pas du tout ou très marginalement additionné au score de Rachida Dati. Et c'est vrai, quand on voit son score, 39-40, on prend son score du premier tour, on prend les 10 points ou presque de Sarah Knafo, on se rapproche de son score, il y a eu très peu de points venus de Bournazel. On va y revenir dans un instant avec vous. On va parler donc de l'échec de Rachida Dati à Paris et de bien d'autres sujets encore liés à ces municipales. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. 97% des Français ont une bonne opinion de la gastronomie française. Moi j'adore, parce que c'est vraiment un moment, je trouve, de convivialité, de partage, de découverte, et puis un peu de fierté. On mange divinement bien en France. Rendez-vous de 17h à 20h pour les vraies voix Sud Radio avec Cécile de Bénibus et Philippe David.
Et toi qui t'y connais, je fais comment pour la facturation électronique l'année prochaine? Tu connais Evolise? Non, mais il me faut un outil avec lequel je peux piloter ma boîte, suivre mes paiements, relancer mes clients, pas juste faire les factures, hein. Evolise. Et pour mes notes de frais? Va sur evolise.com. Ils ont tout ce dont t'as besoin. Un support humain, 15 ans d'expérience, des certifications qui ont du sens, et puis ils sont PA incluses. T'as des actions chez eux ou quoi? Non, je suis juste un bon expert comptable. Pour la facturation électronique et votre gestion, faites confiance à votre pote expert comptable. Il fait confiance à Evolise. Sud Radio, à Morlaix, en DAB+. Sud Radio. Lidl. Celui-là. Ah, et celui-là aussi. Ah, j'ai oublié celui-là, pardon. S'offrir du chocolat qui fait fondre son budget, ça vaut pas le coup. En revanche, aujourd'hui chez Lidl, l'œuf licorne ou dragon à moins 34% avec Lidl+, soit 3,49€ au lieu de 5,29€, ça vaut le coup. Et c'est pas tout. Profitez d'une sélection de chocolat de la gamme Favorina jusqu'à moins 34% avec Lidl+. Lidl, ça vaut le coup. 120 grammes, 29,08€ le kilo avec Lidl+, au lieu de 44,08€. Pour votre santé, bougez plus. Vous êtes déjà plus d'1 million d'abonnés sur la page YouTube de Sud Radio. Merci à toutes vos équipes pour la qualité des émissions. 1 million à voir ou à revoir vos émissions préférées. 1 million à suivre le direct filmé dans nos studios. Merci pour vos émissions toujours très intéressantes. 1 million à aimer et commenter chaque vidéo. Pour ça, 1 million de merci. Continuez comme ça parce que c'est une... Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour avec vous sur Sud Radio. Eric, on vous a pas entendu sur Rachida Dati, sur cette moi, j'ai été étonné du score. Je le dis franchement. Alors, je dis pas ça pour enfoncer les sondeurs. On connaît la qualité de Frédéric Dabi et de son institut. Mais j'ai été très, très, très étonné parce que moi, je faisais partie des gens qui disaient, vous voyez, le RN s'est fait étaler à Paris, mais enfin, si c'est serré, les 1,61% de Thierry Mariani pourront peut-être compter dans le report de voix. Et là, mais alors pas du tout, 9-10 points d'écart, c'est énorme. Alors si vous voulez, moi je pense quand même que, alors au-delà de ce qu'a dit Frédéric sur ses affaires, ce qui peut lui arriver en septembre si elle est condamnée, je pense qu'il y a aussi autre chose qui a pesé, c'est qu'elle est souvent identifiée comme macroniste, ou en tout cas comme extrêmement confuse dans ses positionnements. Exactement. Alors ça a peut-être joué, elle est peut-être restée trop longtemps rue de Valois au ministère de la Culture. Quand même. C'est une marque, mais personne dira que c'est Macron, mais Frédéric interrompu. Non, mais vous avez raison, c'est une marque, Rachida Dati. Bon, sauf que là, le marketing sur la marque n'a pas été bon, mais surtout, son image est trouble. Politiquement, elle est trouble. Vous voyez, il y en a un qu'on n'a pas beaucoup entendu, même s'il essaie de nouveau d'exister, pour les mêmes raisons, c'est Darmanin. Vous voyez, Darmanin, il est LR, mais il est dans un gouvernement macroniste. Bien sûr, bien sûr, mais voilà. Et Rachida Dati, je pense qu'elle a souffert aussi de ça. Regardez les gens, bon, alors je mets de côté de Thomas Cazenave à Bordeaux. Mais vous avez quand même des gens qui sont sanctionnés parce qu'ils portaient l'étiquette ou l'ombre portée du macronisme. C'est très très serré à Bordeaux, ça a été... Si je puis avoir juste un mot sur Paris, je partage totalement ce qui vient d'être dit, et c'est super important, à mon avis, de bien expliquer. Vous avez une candidate qui représente à peu près tout ce que les électeurs de droite, vraiment des électeurs de droite, n'aiment pas, en fait. C'est-à-dire qu'on savait que Rachida Dati était potentiellement sous le coup d'une condamnation, puisque ça a été vraiment l'élément qui a été mis en avant par la gauche, et c'est un fait. Elle risque en effet de partir de la mairie de Paris si jamais elle était condamnée. Alors pas tout de suite si elle avait été élue maire, mais c'était qui le numéro 2 sur la liste? C'était Monsieur Maillard. Vous croyez que les gens ils vont aller se déplacer pour faire élire Monsieur Maillard à la mairie de Paris? Vous l'aimez pas parce que vous le trouvez transparent, non? Mais c'est même pas ça. C'est que vous avez quand même toute une partie d'un électorat de droite qui en a marre de l'insincérité des candidats qu'on leur envoie systématiquement. Et puis, excusez-moi, mais enfin, Rachida Dati, c'est une marque, c'est vrai, mais c'est une marque qui a un peu passé, peut-être. Et puis, c'est aussi pour un certain nombre d'électeurs de droite, tout ce qu'elle a fait aussi quand elle était ministre de la Justice. Enfin, il y en a certains qui n'ont pas oublié quand même. Voilà. Et je pense que ça n'a pas aidé non plus à la mobilisation du peuple de droite à Paris. Parle évidemment 40% d'abstention à Paris, c'est beaucoup quand même. Sous l'ombrelle compétente de Frédéric Dabi. Moi, je pense que chaque municipal, en réalité, est un cas particulier. C'est la difficulté. Vous voyez, on parlait de Boulogne et de Pierre-Christophe Baguet qui a été réélu pour un nouveau mandat. Bon, André Santini à côté avec mais c'est un très bon maire, Pierre-Christophe Baguet. Je le dis comme je le pense. J'habite dans cette commune, donc je connais bien. Bon, mais
quand vous regardez son cheminement politique, vous voyez, Estrosi le prend dans la figure. Estrosi, c'est un bon maire de Nice. Il a tout été. RN, macroniste, RPR, il a tout été. Bon. Mais Pierre-Christophe Baguet, qui est réélu triomphalement parce que c'est un bon maire, il a été UDF, il a été UDR. Il donne sa circonscription à l'époque à Claude Guéant, qui vient se présenter sur la circonscription. Et il perd. Il est battu par Thierry Solaire à l'époque. Et on se dit, mais Pierre-Christophe Baguet, il a pas des nouvelles de Thierry Solaire déjà? Je croise de temps en temps, oui, ça m'arrive. Mais toujours pas rien. Non. Mais par rapport à la candidature de Rachida Dati, moi je suis désolée, ça partait déjà mal. C'est-à-dire, quand vous voulez gagner une élection, vous devez fédérer. D'ailleurs, Mitterrand le rappelait, il faut réunir sa famille politique. Ça, c'est un. Elle n'a pas réuni sa famille politique. Déjà, il partait divisé. C'est-à-dire, le centre et LR, enfin bon, la droite partait divisée. Et je suis désolée, vous avez quand même un Pierre-Yves Bournazel qui a dit pique-pan sur Rachida Dati. Enfin, je veux dire, vous avez même Marlène Schiappa qui disait nous n'avons pas les mêmes valeurs, les mêmes principes que Rachida Dati. Au second tour, mais vous avez tout à fait raison. Il y a une loi aux élections municipales, la division, c'est mortel. Tout à l'heure, en antenne avec Arnaud Stéphane, on parlait de Nîmes. Nîmes en 95, la droite en 95 fait 60% au premier tour. Elle se divise et c'est le Parti communiste français qui prend la ville. Alain Clarisse, je me souviens bien. Là, on a une guerre qui a duré 3-4 ans entre le président de la métropole, Franck Proust, et le premier adjoint du maire qui ne s'est pas représenté, Julien Plantier. Ça fait une division. Quand on regarde le premier tour, ils font à eux deux 36%, ça finit à 21%, et de nouveau, le PCF reprend la ville, et surtout, et ça c'est un des enseignements, je trouve, très intéressant de cette élection, dans la perspective 2027, qu'on soit à Avignon, à Nîmes, ou surtout à Marseille, cas emblématique, le RN a remplacé les Républicains. C'est-à-dire que quand vous regardez, on en a parlé ensemble, Valérie, tout au long de la campagne, la structure de vote, on a fait quelques enquêtes avec Sud Radio et la Provence, de Martine Vassal, qui commençait nos campagnes d'enquête, sondagères à 25, 20, elle finit à 5. Et elle finit à 5. La structure de vote, Vassal, Alizio, est exactement la même. C'est-à-dire que le jean-marisme, le FN fort seulement chez les jeunes, chez les ouvriers, chez les soignants. Alors c'était moins vrai dans le Sud, mais n'existe pas. On voit un Franck Alizio qui a été fort chez les personnes âgées, fort chez les cadres, fort dans les catégories moyennes. LR, quand même. Ancien LR. Tout à fait, mais il y a aussi ces cas. Qu'est-ce qui lui a manqué à Alizio? Des réserves de voix. Vous savez, on a l'air de s'étonner, mais les bons scores du FNRN à Marseille, c'est les années 80. C'est Pascal Arrigui et Ronan Pernomo qui faisaient 30-35%. Jean-Marie Le Pen qui voulait être maire de Marseille, et il avait dit si je gagne, je me ferai appeler Jean-Marius. Voilà. Mais il y a toujours eu, et là c'est pas une question de plafond de verre, c'est une question, même dans les... Je sais que ça vous ferait rire, que même en dehors de Nice, où c'est une victoire locale d'Éric Ciotti, même si son pari de quitter, enfin d'arrimer LR à l'époque au RN était un pari peut-être en arrière-pensée niçois, il y a toujours une difficulté très forte pour le RN dans les grandes métropoles. Et ça sera un problème au second tour. C'est le cas à Toulon. Toulon, c'est vrai que notre sondage était plutôt juste de ce point de vue-là. On ne donnait pas la Valette gagnante. C'est vrai qu'il y a un socle de premier tour qui est très bon, mais le RN, dans le cadre de duel ou de triangulaire, pâtit de l'adage Pasqua. Au premier tour, on choisit, au second tour, on élimine. Oui, mais Frédéric, si on se projette, si on se projette, vous avez effectivement, j'aime pas bon, je vais l'employer quand même, vous avez les métropoles et puis le restant du pays. Le restant du pays, il est plutôt conquis par le RN. Bien sûr. Mais dans les grandes villes, il faut pas non plus balayer d'un revers de main ce qui s'est passé à Marseille. Mais bien sûr, c'est des scores historiques. Ce sont des scores historiques quand même. Donc même si le RN n'est pas en capacité d'enlever des grandes villes, je suis d'accord. Mais en fait, il progresse. Sauf dans les villes vraiment de la moitié nord, du quart ouest. Paris, je rappelle que Marine Le Pen en 2022 a fait 5% au premier tour. Je ne sais pas ce que fera Jordan Bardella ou Marine Le Pen en 2027, mais je n'imagine pas un score multiplié par 4 ou 5. Non. Surtout si c'est une candidature Zemmour ou une candidature... On félicitera, comment il s'appelle, Jordan Bardella, qui n'en rate jamais une, quand même. Monsieur avait dit, si j'étais électeur,
À Paris. Oui, je voterai Rachida Dati. J'aurais voté Rachida Dati. Votre imaginaire, je voterai Rachida Dati. Mais ce qui est quand même extraordinaire, parce que le score du candidat RN, c'est le score de Bardella quand même à Paris. C'est-à-dire qu'il a refusé que ça soit Marion Maréchal qui soit candidate à Paris. Marion Maréchal a proposé un ticket avec Mariani. Mariani avait accepté le ticket, c'est-à-dire Marion et Thierry Mariani. Ce qui fait qu'il n'y aurait pas eu de candidature Sarah Knafo, puisque il y avait pas d'espace pour elle. Donc on aurait été peut-être sur autour de 10% ou 11% pour le Rassemblement National à Paris, ce qui aurait été un très bon score. Ça fait très longtemps qu'ils n'avaient pas atteint ces scores-là. Il n'a pas voulu. Il a laissé monsieur Thierry Mariani faire une campagne sans souffle, sans idée, sans envie même, puisqu'on avait un candidat qui était au fin fond de je sais plus, de Kazakhstan ou un truc comme ça pendant l'élection municipale. 1,5% pour un ancien ministre, pour le Rassemblement national, etc. C'est une catastrophe. Donc cette phrase, en plus, à titre personnel, vous entendez le président d'un parti politique qui dit à titre personnel, avec un vote imaginaire, avec une réserve de voix qui n'existe pas. Enfin, c'est génial. Najwa, on parlait de Marseille. Oui, tout à fait. Mon coup de cœur, c'est Benoît Payan. Pourquoi ? Parce que moi, je connaissais pas tant que ça Benoît Payan, et je trouve qu'il s'est révélé parce que il a refusé, vous le savez, une alliance avec la France insoumise, et il a été très clair. Donc il incarne pour moi une gauche de gouvernement qui entend préserver son autonomie stratégique et son ancrage républicain. Et je trouve qu'il a eu des mots très très forts juste après le premier tour de cette élection municipale à Marseille, et je trouve qu'il s'est distingué. Parce qu'on parlait tout à l'heure d'une gauche irresponsable qui se vend pour un bol de lentilles. Vous avez à côté de ça une gauche républicaine qui est constante et qui ne vend pas son âme. Et Benoît Payan fait partie de ces personnalités politiques de gauche qui s'inscrivent dans cette démarche-là. Contrairement à Johanna Rolland, où, je veux dire, quand elle a sorti au premier tour, nous allons faire une fusion technique avec les filles, mais de qui se moque-t-on, quoi ? Mais de qui se moque-t-on ? Alors, c'est pour ça que je voulais mettre en avant Benoît Payan, parce que, en effet, il y a une gauche républicaine qu'il faut mettre en avant, cette gauche social-démocrate qui est incarnée par des gens comme Benoît Payan, comme Bernard Cazeneuve, comme Manuel Valls, et d'autres que j'oublie. Mais cette gauche, elle n'est pas morte, et je pense qu'elle a un avenir. On se retrouve dans un instant, on va parler peut-être de François Bayrou, qui a quand même été une assez grosse surprise malgré tout. Non, vous l'aviez... Non, on n'a pas fait d'enquête à peau, c'était quand même pas bien engagé. Non, il y a eu quelques surprises fortes et quelques fins de carrière. Christian Estrosi à Nice, André Desniel, élu depuis 77, c'est le vice-président de l'AMF à Issoudun, il a été battu, et le maire d'Agen également. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on continue de commenter un certain nombre de résultats de ces élections municipales. Il y a beaucoup de choses à dire. La défaite de François Bayrou à Pau, là aussi c'est vous l'évoquiez, Frédéric Dabi, la fin d'une époque. La même chose pour Christian Estrosi, il y a des maires qui... Oui, bien sûr. Alors, à contrario, il y a des maires qui sont réélus depuis si longtemps. Laurent Catala à Créteil, on parlait d'André Santini à Simouino, élu en 83, mais maire depuis novembre ou décembre 79. Mais c'est vrai que pour François Bayrou, après ce court passage à l'hôtel Matignon, où il a été extrêmement impopulaire, on le voyait dans nos baromètres, où l'affaire Betaram lui a gâché son passage à Matignon. Je pense que ça a joué également à Pau. J'ai pas suivi la campagne de manière très attentive, mais ces élections, c'est aussi des élections. Quand on regarde les défaites de François Cuyandre à Brest, voire d'Olivier Bianchi à Clermont-Ferrand, il y a bien sûr l'alliance avec les filles. Il y a aussi, il faut le reconnaître, une part d'usure de ces maires. François Cuyandre qui est maire depuis 2008. Alors, on sait très bien qu'il n'y a pas de dégagisme municipal. Un des enseignements de ce scrutin, quand on fera tous les comptes, c'est qu'une majorité écrasante, peut-être à minima 65-70% des maires de villes de plus de 10 000 habitants ont été réélus. On va se focaliser sur les alternances, mais
clairement, hein, et vous citez gentiment notre livre avec Brice Sokol, on voit une défiance inattendue qui s'est installée, des exigences citoyennes de plus en plus fortes vis-à-vis des maires, parfois en situation d'impuissance sur des sujets nationaux pas traités nationalement et qui redescendent à l'échelle locale. Clermont-Ferrand, il l'avait dit avec beaucoup de transparence, Olivier Bianchi s'est retrouvé avec une ville gangrénée par le trafic de drogue. Était-il responsable? J'ai envie de dire, pas lui, pas seul. Jamais la droite avait pris Clermont-Ferrand. On se rappelle que c'était 1919. Et Giscard avait tenté de le prendre en 95 face à Roger Quillot. Vous avez raison de dire que c'est vraiment historique. Clermont-Ferrand, c'est comme Limoges en 2014, qui avait été gagné par la droite après 60 ans de socialisme. On a, alors vous, ce qui avait retenu votre attention pendant la fin, dans cet entre-deux-tours, c'est les déclarations d'Audrey Pulvar. Oui, j'ai été sidéré d'entendre Audrey Pulvar quand on lui parlait des agressions sexuelles, des viols même, qui ont eu lieu dans le périscolaire à Paris. Bah écoutez ce qu'elle répondait. Oui, bah voilà. D'abord, il y a eu évidemment des dysfonctionnements, et ça, Emmanuel Grégoire le dit depuis des mois. Il y a eu des dysfonctionnements, il y a eu des choses qui ne se sont pas passées normalement, comme elles devraient, et effectivement, des personnes dangereuses, des personnes qui ont abusé des dysfonctionnements. Et c'est ça. Et en vérité, j'ai été très marqué sur le fait que Rachida Dati a mis beaucoup de temps à embrayer sur cette histoire du périscolaire à Paris. J'avoue qu'elle y est allée beaucoup à l'entre-deux tours, mais on sentait que c'était quasiment là aussi un effet d'aubaine, c'est-à-dire d'utiliser ça au dernier moment. Ça fait quand même très longtemps que ça remonte. Cette affaire, je vais dire ici parce que j'ai eu des informations. J'ai rencontré une personne qui a été en... Il y a une mission qui a été donnée à des hauts fonctionnaires pour étudier dans Paris comment les gens avaient été recrutés, comment ça s'était passé. Ça s'est passé bien avant l'élection municipale. C'est-à-dire que les éléments, monsieur le maire de Paris, celui qui vient d'être élu, monsieur Grégoire, dit « je n'étais pas au courant ». Mais c'était sans compter sur le fait que les réseaux sociaux ont de la mémoire. On a ressorti une question de 2018 où monsieur Grégoire répond sur cette affaire de gens qui s'interrogent sur les recrutements et sur les remontées de plus en plus inquiétantes qu'il y a dans le périscolaire à Paris. On parle souvent ici des problèmes qui sont liés à la pédophilie, au fait qu'il y ait des réseaux, au fait qu'il y ait des gens qui ne sont jamais condamnés, ou des gens qui sont déplacés au lieu d'être poursuivis par les pouvoirs publics. On peut quand même s'inquiéter qu'une personne... comme Madame Pulvarde, qui sait ce que c'est. On rappelle que Madame Pulvarde, il y avait une affaire qui l'avait touchée personnellement, puisque... Oui, mais elle avait dit que c'était pas elle d'intervenir. Exactement. Donc, exactement. La réponse ne vous étonnera pas. C'est quand même, elle est bien placée pour le savoir. Elle avait quand même dit que son père était un monstre, etc., puisque ses propres cousines avaient été... il y avait eu des accusations très graves contre son père. Elle sait ce que c'est. Comment vous pouvez dire humainement, alors qu'il y a quelque chose d'aussi grave, avec des viols réels, pas des viols qui ont été commis sur des enfants de 3 ans, que ce sont de simples dysfonctionnements. Mais il suffisait de regarder le complément d'enquête et les réponses lamentables de Patrick Bloch, qui en charge de ça, qui était complètement à côté de la plaque. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça pose pas de problème aux électeurs parisiens? Ça pose des problèmes aux électeurs parisiens ou pas? Non. Visiblement. Frédéric, qu'est-ce qui fait qu'on vote pour un candidat ou pas? Est-ce qu'on le sait? Non, mais c'est quand on interrogeait les Parisiens, il y avait quand même un triptyque très fort sur la sécurité. Bah oui, avec mais trafic de drogue, je pense que Rachida Dati proposait autre chose en termes de sécurité. C'est là où on comprend pas vraiment. C'est ça qui était très très intéressant. Il y avait une forte homogénéité des électorats Dati, Bournazel, Knafo sur la question de la sécurité, de la propreté, du trafic de drogue, des mobilités. Et il y avait des motivations beaucoup plus diverses s'agissant de Emmanuel Grégoire, notamment la question de l'accès aux soins, la question du logement et des mobilités, et bien sûr du climat. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la municipale, le programme compte, l'offre programmatique et le projet comptent, mais c'est quand même l'incarnation. Je pense qu'il y a 2 élections où l'incarnation est fondamentale. C'est la présidentielle et Grégoire. C'est quand même un très mauvais débat. Le débat de M. Grégoire est catastrophique. Mais c'est là où Frédéric David vous dit que c'est une incarnation. Mais le problème, vous avez des candidats, heureusement c'est pas une majorité, mais vous avez des candidats qui ont été condamnés pour des faits d'agression sexuelle et qui ont été élus. Viol, c'est plus que des agressions.
Non, dans des communes. Et là, on se dit... Avec interdiction de séjour dans la ville. En plus, mais c'est là où on marche sur la tête. Et on se dit, mais comment on vote pour des personnes qui ont été... Vous savez, le vote, c'est une alchimie. En ce jour de disparition de Lionel Jospin, la campagne de 2002, Lionel Jospin qui avait cette image de probité, d'honnêteté, il n'y a jamais eu le début d'une affaire sur lui, le début. Rappelez-vous, 2001, c'était Jacques Chirac cerné par les affaires, abracadabrantesques, c'était les frais de bouche, et c'était des Guignol l'appelait super menteur. Quand Jospin était appelé oui au pays des idées. Et on sait très bien que la question des affaires n'avait pas ou très marginalement joué. Les Français sont moins sur un tous pourris, que vous parliez de l'État ne peut pas tout, que sur un tous impuissant à changer la vie des gens. Et c'est vrai que les maires ont connu un mandat très difficile où le soupçon d'impuissance a commencé à se distiller. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de maires sortants avec beaucoup de mandats au compteur qui ont été battus. Je n'ai pas cité Cherbourg, qui est une ville de gauche, pareil, à mon avis, depuis la Libération. C'était la ville de Cazeneuve qui est passée à droite avec Camille Marguerite. 35 députés ont été élus maires à l'occasion de ces municipales. Il va falloir qu'ils choisissent ça. Il y a quand même leurs suppléants, je pense, qui pourront siéger. Les suppléants. Je ne sais pas s'il y a des législatives partielles dans ce cas-là. À moins d'un an d'une législative. Je suis Perico vient d'arriver. Pas sûr qu'il faille revoter. Voilà. Non, je ne suis pas sûr non plus. Bonjour Perico. Bonjour Valérie. Au sommaire... Eh bien, on va se réjouir que le Front républicain ait fonctionné, le vrai. Pas celui donné par les états-majors, les consignes en juillet 2024, celui du peuple de gauche qui refuse de valider l'hypocrisie du Parti socialiste. On en discute avec Adrien Madou, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, on va essayer de décrypter. Et puis on verra avec Guylain Benessa, est-ce qu'on a déjà le profil de la scène électorale de 2027. Donc on va être en plein dans les élections municipales. Et puis je reçois le capitaine Nicolas Brault. Donner l'ordre ne suffit pas, c'est le titre de son fils. Il faut aussi mobiliser ses troupes, être convaincant. Il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton, il suffit de convaincre la troupe. Et puis on verra cette petite commune qui a voté 2 fois. 28 contre 28 au premier tour, 29 contre 29 au deuxième tour. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On prend le plus vieux. C'est le privilège de l'âge. Les vieux comptes encore venir dans ce pays. Il y a eu une naissance entre les 2 tours. Merci à tous les 4. On se retrouve demain. Merci, bonne journée à vous. Et à suivre donc Perico Légas. Évidemment, très bonne journée.